plein de couches différentes, il y a plein d'enjeux différents. J'ai tellement de transformations dans le travail que j'ai envoyé mon esprit à plein d'endroits différents. Cette démarche de la désacralisation du produit final, là je prends plus plaisir à découvrir l'histoire derrière le tableau de calage criminel que le tableau en soi. Au final, si Instagram te banne ou que si Instagram change ses politiques, etc., t'es pas vraiment propriétaire de ta communauté. Internet est en train de se fermer. On a énormément de transformations profondes qui sont à l'œuvre. Et peut-être qu'on est plus un poète du prompt qu'un artiste IA, par exemple. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Almost Human et on va parler avec un invité qui a su être sur l'IA avant que l'IA soit quelque chose de connu et qui a eu des démarches très start-up, très tech, très entrepreneuriales et des démarches beaucoup plus artistiques, donc le meilleur des deux mondes. Bonjour Paul, bienvenue. Hello, très heureux d'être ici aujourd'hui. Plaisir partagé. Je te disais juste en bas avant de démarrer que j'ai vu ton post sur LinkedIn et c'est comme ça que j'ai un peu connu ton profil quand tu as partagé une collab avec Calage Criminel. Incroyable. Et du coup, de fil en aiguille, quand je faisais ma liste des personnes que je voulais inviter, je suis repassé dans les posts enregistrés, j'ai vu ça, donc bienvenue sur le podcast. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, donc je m'appelle Paul Mougineau, j'ai un parcours qui est effectivement beaucoup autour de la donnée, son extraction, son traitement, sa représentation, et notamment l'usage de l'intelligence artificielle qui, dans la partie traitement et représentation, est particulièrement intéressant. Donc j'ai commencé à travailler comme consultant en stratégie il y a quelques années. Déjà à l'époque, j'utilisais beaucoup des outils de traitement de données. Et assez vite, en fait, avec deux associés, on a créé une première entreprise qui s'appelle Daco.io. Et cette entreprise faisait du benchmark concurrentiel dans la mode. Donc on l'a créée en 2015-2016. Et en fait, cette entreprise permettait d'extraire beaucoup de données de marques de mode, les retraiter en utilisant la reconnaissance visuelle qui était déjà à l'époque une forme d'usage de l'IA, et ensuite on faisait des dashboards, des comparaisons, etc. de marques. Et cette entreprise a été acquise en 2018 par vente privée, et ça a servi de fondement pour faire... pour mettre en place tout le département pricing, donc aussi bien toujours l'extraction de données, mais dont on a beaucoup augmenté les opérations, les différents algorithmes qui permettent de prédire la demande, et puis les outils d'aide à la décision. Donc c'est ce que j'ai fait par la suite. Et en parallèle, en fait, à cette époque-là, comme chez Daco, j'entraînais beaucoup les modèles d'intelligence artificielle en lien avec mon associé Anis de l'époque en charge de la tech et Claire qui s'occupait des interfaces. En fait, j'ai eu beaucoup l'occasion d'interagir avec ces outils-là. Et en fait, quand je dis à l'époque, c'est à l'échelle de l'IA, c'était il y a quand même assez longtemps. Il fallait vraiment assembler tous ces outils. Les outils qu'on utilisait, on se parle de ça, c'était 2016-2017. Donc en fait, en 2017, pour donner une idée, le type d'innovation qui arrivait, c'était le transfer learning, c'est-à-dire la capacité d'utiliser un modèle ancien et l'adapter légèrement sans avoir à tout réentraîner. Ça a changé la vie de beaucoup de PME. Donc c'est ces choses-là qu'on a implémentées. On a aussi, par exemple, chez Daco, implémenté les outils de classification. Plutôt que les faire tourner sur des GPU quand ils étaient entraînés, on a adapté pour que ça tourne sur des CPU. C'est des petites choses bêtes, mais dans une start-up, ça permet d'économiser pas mal de coûts. Donc, en tout cas, voilà, on a développé tout ça. Et comme j'étais en charge de l'entraînement des modèles, j'ai beaucoup interagi avec les machines. En parallèle, j'ai toujours énormément aimé l'art. Quand j'étais étudiant, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine aussi. Et il y a eu une sorte d'alignement des planètes qui s'est effectué en 2019. Et je me suis dit, c'est le moment de poursuivre une forme de recherche, de se dire, finalement, ces algorithmes qui sont plus que de simples outils, mais qui en même temps sont quand même assez bruts, qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment ça permet de repousser certaines limites en matière de créativité. Et donc j'ai créé un studio qui s'appelle Ores Vétier. C'est un nom et un prénom générés justement par chaîne de Markov, pour le coup, à partir de plein de noms de créatifs que j'aime. Et donc Ores Vétier, c'est vraiment un laboratoire où maintenant j'explore ce qu'on peut faire avec ces algorithmes-là, mais aussi
avec les métiers d'art. Donc pour créer des objets, des aventures, etc., liées à l'IA et liées aux techniques de pointe qui peuvent être aussi des techniques physiques. Donc aujourd'hui, j'ai quitté vente privée, hein, j'ai développé avec mes associés une très belle équipe, tout le département pricing, ça a très bien marché avec des beaux résultats. Et donc là aujourd'hui, donc je développe au Resvétier et j'ai recréé 2 entreprises avec des équipes différentes. Une entreprise qui s'appelle Stabler.tech et qui fait de l'extraction de données, parce que c'est très important aujourd'hui quand on veut personnaliser ces modèles, de les alimenter avec des données pertinentes et personnalisées. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça va être un sujet. Et puis une autre entreprise qui s'appelle BEM Builders et qui aide ses clients à créer des expériences dans les univers virtuels. Voilà, les métaverses. Donc je suis vraiment passionné de nouvelles technologies. C'est pas forcément une bonne idée d'être à fond dans ces technologies dès le départ, parce que parfois on a 2 ans où on traverse le désert, ou voire plus, hein, et on développe la tech, mais voilà, c'est ma passion. Visionnaire, ça peut être lonely. Ouais, alors tu disais il était là tôt. C'est pas forcément vrai parce qu'en fait l'IA c'est un domaine qui existe depuis on va depuis dire oui, parce que par exemple les fondements, bon, c'est l'algèbre linéaire, mais par exemple Turing, on considère parfois que c'est le père de l'IA. En tout cas, il y a beaucoup d'algorithmes qui datent de son époque, et on se parle de ça, c'était la Seconde Guerre mondiale. Oui. J'ai lu des livres exprès sur cette hiérarchie un peu d'informations, comment est-ce qu'elles sont arrivées, et absolument. Les breaking points en fait. Oui. Et le premier truc qui m'a sauté quand tu as commencé à parler, c'est au final ça s'appelait déjà IA ou ça s'appelait machine learning? Alors, le buzzword, c'était... Ouais. Alors, c'est devenu un buzzword, on va dire, il y a eu une première vague entre 2013 et 2018, maintenant on a une nouvelle vague qui est liée à l'usage des interfaces, mais intelligence artificielle, en fait, ce mot est apparu dans des colloques scientifiques dans les années 60-70. Dans les années 80, il y avait des conférences d'informatique, scientifique, de computer science qui mentionnaient intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a l'une d'entre elles qui a été illustrée à l'époque par Vera Molnar, qui était une artiste qui a utilisé pour la première fois les ordinateurs. Donc on a des traces en fait de l'usage de ce mot quand même assez tôt. Ce qui a changé en fait, c'est qu'à partir de 2013-2014, on a le matériel qui est devenu beaucoup plus accessible à des PME. Les GPU ont permis, donc les GPU c'est les cartes graphiques, sont devenus suffisamment puissants pour faire des entraînements de modèles. Et également les mathématiques se sont... alors, je ne dirais pas perfectionnées, mais il y a des découvertes ou des choses qui ont émergé et qui ont permis de repousser ce que pouvait faire l'IA. Voilà. Donc je parlais du transfer learning en 2017, c'est pas la découverte du siècle, mais ça a beaucoup aidé d'un point de vue opérationnel. Dans un autre domaine, par exemple, en 2014-2015, on a les GAN qui ont émergé, donc les Generative Adversarial Networks, et c'est un type d'algorithme qui est utilisé aujourd'hui comme base de tous les outils génératifs qu'on connaît. C'est combiné avec d'autres outils, mais c'est la base, c'est ce qui permet l'aspect génératif. Ok, et en fait, sur tout cet univers de base sur lequel tu as construit l'extraction de données pour VP, maintenant vente privée, non, l'inverse. Oui. Tu as eu cette appétence personnelle une fois que tu avais, entre guillemets, réussi à prouver tes techniques pour démarrer au Resvétier. C'est arrivé un peu en même temps. Arrive en même temps. C'est-à-dire que quand j'étais chez Daco, avec Anis, on faisait beaucoup de R&D. Hein. Alors, ce qu'on appelle la R&D quand on est une start-up, c'est étudier les papiers de recherche qui sortent et voir comment on peut les implémenter dans notre stack, parce que ça nous permet d'être plus efficace. Et comme on était une petite équipe, il fallait de toute façon qu'on soit efficace. Ouais, ça. Donc, c'était très important. Et en fait, c'était un petit monde et ça l'est toujours un peu maintenant. Donc en fait, très vite, en traînant sur des GitHub, sur des forums, etc., on a rencontré aussi toute une frange d'usagers de ces outils qui étaient des artistes. Et j'étais toujours passionné d'art, j'ai toujours aussi collectionné beaucoup, notamment des œuvres de pionniers qui ont utilisé, et de pionnières aussi, qui ont utilisé l'art généré par ordinateur. Et donc, on a commencé à parler avec eux. Et donc, j'ai compris que la plupart d'entre eux, à l'époque, en tout cas, on a commencé à s'échanger des travaux, des idées, etc. Et en fait, j'ai compris que la plupart d'entre eux, ils considéraient que
l'intelligence artificielle, c'était un art enfin, c'était une technologie numérique, et donc que les œuvres qu'ils allaient créer, c'était purement sur des écrans, ou bon, à partir de 2018, on a commencé à parler d'NFT, etc. Mais c'était vraiment pas leur objectif de faire des objets physiques. Et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. Je me suis dit, bon sang, ça permet de générer des formes tellement intéressantes que ça pourrait être des objets physiques. Et l'IA, pour moi, c'est pas un médium. C'est pas un médium comme, par exemple, la photo, ou comme la peinture, ou la sculpture en bronze, etc. C'est un outil. Et cet outil peut être projeté sur plein de médiums différents. D'accord. Et un des médiums intéressants, je sais pas, j'aimerais bien que tu m'en parles parce que je crois que j'ai pas trop compris, mais tu as fait un post en disant que il y avait un artiste qui t'avait dit que ça c'était pas de l'art, en parlant d'une des œuvres que tu as créées, alors qu'elle a reçu la même semaine ou en même temps un prix. Oui, alors en fait justement c'était dans les années où je commençais à beaucoup travailler sur ce type d'outils. Voilà. Alors j'ai commencé à entraîner les premiers modèles, ouais, en 2018-2019. Et par exemple, dans les premiers travaux que j'ai faits, j'ai commencé donc à générer des images, et j'ai cherché un process pour les transformer en peinture à l'huile, qui pour moi est un domaine très... Enfin, c'est un médium qui me paraît très stable, qui est très étonnant aussi. Et donc, j'avais fait effectivement une peinture qui représentait un chat avec 4 yeux sur un tabouret. Et bon, c'était un hommage aussi à un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Joseph Beuys. Et en fait, c'est vrai que bon, c'est une œuvre qui a été collectionnée assez vite, mais que j'avais présentée à des concours. Et en fait, c'est vrai que j'avais gagné un concours en Corée du Sud autour des premiers balbutiements de l'art IA, qui était donc un concours quand même organisé par des curateurs de musées, etc. Et en Corée, c'est vrai que c'est une nation qui est très en avance dans ce domaine. Moi, j'ai beaucoup de collectionneurs qui sont basés là-bas, qui n'ont pas peur de soutenir aussi la scène IA. Et c'est vrai qu'en France, quand j'ai démarré mon studio, alors heureusement, il faut pas... un peu d'adversité. Alors, pas forcément d'adversité, mais c'est vrai que dans la vie, ça t'arrive peut-être quand tu te lances dans un projet, et parfois en France c'est particulièrement le cas, ça peut t'arriver d'avoir des sortes de conseils non sollicités, c'est-à-dire des gens qui te disent, voilà, dans mon cas c'était par exemple, t'as quasiment 30 ans, t'as pas fait d'école d'art, qu'est-ce que tu vas devenir, enfin qu'est-ce que tu vas créer avec ce studio, c'est absurde. J'aurais pas fait comme ça si j'étais toi. Voilà, et donc en fait, bon, moi je le prends toujours comme des informations, c'est intéressant de les prendre, et après ce qui est important comme tout type d'information, c'est qu'il faut voir qui émet cette information. Alors on se dit ok, c'est un collectionneur, bon, intéressant, est-ce que bon, et puis ensuite on garde, on trie, etc. Moi je me remets toujours en question, donc ça m'intéresse de voir, mais là en fait ce que je me suis dit à l'époque, c'est que je ne créais pas ce studio dans une optique de faire carrière, c'était vraiment une recherche. Donc si ça marche, c'est super, si ça marche pas, je le ferai quand même, mais en format restreint, quoi. Et donc finalement ça s'est bien développé, mais dans l'histoire, ce qui était intéressant, c'était de dire que c'était pas de l'art. Et ça, en fait, ça m'a beaucoup intéressé, parce que je me suis dit, en fait, à chaque fois qu'on l'a entendu, cette remarque dans l'histoire de l'art, c'est toujours devenu une forme d'art. En tout cas, il y a toujours eu un débat. Et la différence entre l'IA, par exemple, en tout cas entre l'usage de l'IA dans l'art et par exemple le street art, c'est qu'en général, quand on utilise de l'IA, on doit l'entraîner sur quelque chose, soit sur ses données personnelles, et donc c'est intéressant parce que c'est une forme d'expression étendue, soit on l'entraîne, comme on fait certains artistes, sur des œuvres passées dans l'histoire de l'art, et dans ce cas-là, on raccroche les wagons à l'histoire de l'art, et ça, il y a une forme d'intérêt aussi. Donc ça sort pas de nulle part non plus. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de Calage Criminel. J'ai pas fait de projet avec lui, mais justement, en fait, parmi les différents projets artistiques, en tout cas, je fonctionne pas trop en série, mais parmi les différents travaux sur lesquels j'ai bossé, c'est vrai que j'avais fait en 2021 un modèle qui permettait de faire du texte ou image. Donc c'est pas réservé à Midjourney, hein. On peut connecter un clip avec Ugan, des choses comme ça, et s'en sortir. Alors bien sûr, c'était bien moins haute résolution à l'époque que Midjourney pour différentes raisons. Déjà, j'ai pas les capacités de calcul et d'entraînement. T'as pas un serveur dans ta cave? Bah si, j'en ai, mais pas aussi, c'est chez moi, j'ai des petits GPU, etc., mais c'est pas aussi puissant que des fermes gigantesques. Néanmoins, j'ai quand même pu produire des images tout à fait convaincantes, et surtout, je les ai entraînées sur mes photos. Et donc, ça m'a permis en fait d'utiliser un modèle auquel je décrivais des rêves que j'avais faits, rêves très visuels, et ça me faisait les images qui allaient avec.
Et en fait, pourquoi Calage Criminel? C'est que moi j'adore le rap, etc. Et on dirait peut-être pas comme ça, mais je suis un grand amateur de rap, de dancehall, autant que d'ailleurs de musique plus classique. Enfin, j'écoute tout, mais il y a des moments dans la journée voilà, qui changent. Et j'aimais bien écouter Crimi, bien sûr. Et je pense que ça a un peu infusé. Et un jour, j'ai rêvé que justement, Calage Criminel émergeait d'une peinture de Rothko complètement orange, etc. Et donc j'ai généré cette œuvre et j'ai demandé à l'IA, donc c'était Transfer Learning, hein, donc il y avait mes photos, mais il y avait aussi tout un univers, enfin tout un écosystème dans lequel c'était entraîné, et j'ai demandé donc Calage Criminel Emerging from a Rothko Painting, et j'ai obtenu une image incroyable d'un homme cagoulé sortant d'une peinture, enfin d'un fond orange comme en feu. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Et donc, on a fait, je l'ai transformé en petite peinture. Et quand il s'est agi de démarrer l'expo donc en décembre 2022, je me suis dit, quand même, ça fait partie des rares rêves qui représentent quelqu'un en vrai, donc ça serait quand même intéressant de le faire venir. Et comme je travaille avec des galeristes qui ont aussi cette mentalité un peu de hacker, on a trouvé une manière, en tout cas, de le contacter. On a réussi à le convaincre de venir, et c'est pas si évident. Hein. Il est arrivé de Sevran, dans le 8e, une galerie rue Royale, d'art de la Renaissance, etc. Et il est arrivé avec son manager. Et c'était très très intéressant parce que dans l'espèce de première pièce un peu antichambre, on sentait bien que voilà, on savait pas trop comment ça allait se passer. Et c'est grâce à son manager qui a complètement débloqué le truc, parce qu'il a, enfin pas débloqué, mais qui a ouvert les chakras, on va dire, parce que dès qu'il est arrivé, il a dit ah mais c'est une galerie de la Renaissance, j'adore l'art de la Renaissance. Et en fait, il connaissait plein de choses là-dessus, et ça a permis de voilà lancer le truc. Ça nourrit la bête. Et ce qui était très émouvant, c'est que on a expliqué en fait, on a partagé comment fonctionnait une IA à Crimi, et en fait on lui a expliqué que typiquement quand on demandait Calage Criminel Emerging from a Rothko Painting, ça sortait directement un homme cagoulé, et que en quelque sorte il était présent dans les images d'entraînement, et qu'il était d'ailleurs dans, on peut dire, l'imaginaire d'Internet. Et quand on lui a dit ça, ça a vraiment créé un fort déclic, et il s'est très rapidement approprié cette compréhension. Donc il s'est dit, ah bah oui, donc dans ce cas-là, je pourrais peut-être utiliser pour faire mes propres textes, etc. Alors, il n'en est pas forcément question, mais il a directement compris, en fait, qu'au-delà d'une œuvre qui était émise par un artiste, lui-même pouvait s'approprier les outils et en faire sa propre chose. Donc c'est une aventure. Et c'est pour ça que je considère que ces types d'outils permettent de créer de l'art, c'est formidable, et c'est ce que je recherche en fait, c'est des aventures intéressantes de ce type-là. Voilà. Trop bien. Donc ça c'est votre mission avec Horace Vétier, c'est voilà. d'utiliser l'outil intelligence artificielle pour raconter des oui, c'est une histoire. Donc moi je suis dans Horace Vétier, je suis quasiment le seul à être là en permanence. Ensuite, je fonctionne par projet, donc de temps en temps, j'invite soit des ingénieurs quand c'est très compliqué et que j'ai besoin d'aide un petit peu, soit des artisans. Hein, quand je fais du bronze, je peux pas faire la fonte tout seul. Ah oui, du bronze. J'ai vu les formes de branches, de vignes au milieu des champs. Exactement. Ça, c'est un autre exemple. En fait, j'ai entraîné en 2018-2019 un GAN sur 4 millions de planches à herbier. Ça m'a généré des formes de planches, des formes de plantes impossibles, notamment. Et ces formes de plantes, ensuite, je les ai certaines fois transformées en tableaux, d'autres fois transformées en objets de la vie réelle. Mais à chaque fois, c'est un écosystème. Et en fait, mon objectif, et de toute façon, ça arrivera jamais, mais c'est pas d'être esclave de l'outil. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir une sorte d'esthétique d'écosystème qui est homogène au fil du temps, qui se développe comme j'ai envie moi, et pas en fonction de comment les outils changent. Et c'est pour ça que la manière, alors c'est pas une question de différencier, mais la manière dont je travaille, c'est vraiment d'entraîner mes propres modèles, de les assembler, de vraiment, quitte à ce que ça me coûte plus cher, mais vraiment faire mes objets. Donc bien sûr, j'ai testé Midjourney et c'est spectaculaire, on peut faire des folies, etc. Mais par exemple, quand j'utilise Midjourney, ça me sert plutôt à faire des études de comment ensuite je peux travailler sur mes propres modèles. Voilà. D'accord. C'est un peu cette idée-là. Parce qu'on retrouve du coup dans la direction artistique du site les mêmes patterns de feuilles, etc. Et j'avoue que ça m'a fait penser à un artiste qui s'appelle Lapie, qui fait des immenses statues de charbon dans les Lapie. Christian Lapie. Absolument. Et j'ai vu ces feuilles-là comme ça parce que je suis de Reims. D'accord. Donc en fait, dans Reims et dans la Champagne, il y en a partout, au milieu des vignes, au milieu de la campagne.
Et la démarche m'a fait penser à ça, donc Merci. ça a résonné. Christian Lapie, pour le coup, j'adore l'art, donc je connais un peu son travail. Il est si je ne me trompe pas, dans une galerie qui s'appelle Galerie RX, qui a pas mal d'artistes que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le bois brûlé, les installations en plein air, l'échelle aussi, parce que parfois c'est des personnages qui font, je sais pas, 5-6 mètres de haut. Ça va jusqu'à 8 mètres, je crois. Voilà. Ça, c'est des choses, en fait, c'est un peu mon ambition, moi. C'est de me dire, au fur et à mesure que ça va se développer, que ça va marcher, c'est faire des objets de plus en plus grands, conceptuels, etc. Comment tu arrives à... Parce que tu as dit tout à l'heure, hein, et ensuite j'ai mis ça sur un tableau. Ça veut dire quoi, j'ai mis ça sur un tableau, de passer une image? T'as un imprimeur, c'est toi qui... Non, alors c'est pas une impression sur châssis, c'est une vraie peinture à l'huile, mais c'est une très bonne question parce que moi j'ai une formation d'ingénieur, j'ai ma propre compréhension de l'histoire de l'art et je pense pouvoir dire que je connais quand même bien l'histoire de l'art, mais j'ai pas fait des beaux-arts par exemple, je sais pas peindre. Mais sans doute comme toi et sans doute comme beaucoup de gens qui nous écoutent, on est soit ingénieur, soit débrouillard, soit les deux. Et donc, en fait, quand on ne sait pas faire quelque chose, on assemble des technologies ou des services pour le faire. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que quand je fais des tableaux, je fais, on va dire, 80% du process. J'assemble le dataset, j'entraîne le modèle, je compose les images, ce qui peut impliquer d'extraire des formes intéressantes des images que je génère par IA. Et une fois que j'atteins l'image, en fait, je travaille avec un peintre qui est toujours le même, on peut dire qu'il fait partie de mon studio, et c'est un peintre qu'on appelle décorateur, c'est-à-dire qu'il est capable de reproduire exactement une image avec une technique peinture à l'huile. Et donc ce qu'on lui demande, c'est que si l'image est pixelisée, on veut retrouver les pixels, s'il y a des détails, etc. Et donc quand je travaille avec lui, j'ai un aller-retour permanent, un ping-pong qui se fait par mail avec des petites photos qu'on s'envoie de détails de l'œuvre pour atteindre exactement la représentation qu'on avait dans l'image générée par IA. Et pourquoi je fais ça ? Déjà, c'est toujours pareil, c'est pour l'aventure. C'est pour créer des objets physiques où à un moment donné, la main est intervenue. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est pour aussi dépasser le médium numérique, en fait. C'est pour éviter d'être coincé sur un écran, avoir une impression, etc. Et la peinture à l'huile, ça fait partie des médiums qui durent le plus longtemps. Donc il y a aussi ce rêve de pérennité. Ouais. Et donc c'est la même chose en bronze. Moi je sais pas, j'ai pas de fonderie à disposition, mais je travaille avec un fondeur qui d'ailleurs a un petit peu ajusté ses outils et ses procédés avec les nouvelles technologies. C'est-à-dire que par exemple les branches que tu mentionnais en bronze qui sont photographiées dans le champ là, qui est un projet que j'ai réalisé avec un lieu qui s'appelle 91 530 qui est pas très loin de Paris, qui est autour de la culture du chanvre. En fait c'est des tiges, mais les feuilles sont des petites feuilles de chanvre mais générées par IA avec un modèle un peu spécifique. Et en fait, ces feuilles-là, elles ont été imprimées en 3D à plat et ensuite coulées en bronze avec des techniques de joaillerie. Et ça, le fondeur, il n'avait pas forcément initialement ces techniques et il s'est équipé. Et c'est intéressant parce que c'est aussi ça que j'appelle une aventure, c'est que l'IA change certains procédés des entreprises, ça casse pas tout, mais elles enrichissent leurs possibilités aussi avec ça. Donc bien sûr, il y a plein d'effets potentiellement complexes de l'IA, mais il y a aussi des aventures très très intéressantes qui sont faites pour peu qu'on se donne la peine de vraiment, encore une fois, personnaliser ces modèles, etc. Je trouve ça très cool, cette démarche, alors c'est mon interprétation, mais cette démarche de la désacralisation du produit final. C'est-à-dire que là, je prends plus plaisir à découvrir l'histoire derrière le tableau de calage criminel que le tableau en soi qui est juge à interprétation et à avis personnel, alors que l'histoire est intéressante, la démarche, le fait d'avoir entré les temporels, que ça vienne d'un rêve, etc. Je trouve que ça, au final, c'est quasiment plus intéressant que le produit en soi. Déjà, merci de dire ça. Mais si je peux juste ajouter un truc, c'est que pour moi, tout est important. C'est-à-dire que l'idée, c'est que toi, tu vas me dire ça, tu vas me dire l'histoire est importante, et je suis complètement d'accord avec toi. Et pour quelqu'un d'autre, ce sera pareil. Et pour quelqu'un d'autre, et ça m'est arrivé, les gens vont me dire, tu vois, j'en ai rien à faire de l'IA, j'en ai rien à faire des pixels,
Mais par contre, ce que j'adore, c'est que tu t'es donné la peine de faire un produit fini qui a l'air cher, tu vois. Enfin, en tout cas, qui a l'air bien, parce que cette peinture de Crimi, comme tu dis, en fait, elle est encadrée dans un petit cadre en chêne extrêmement bien fait, avec un petit numéro doré à l'or fin sur le côté. Et pour certaines personnes, c'est ça qui est important. Et pour d'autres, ça va être l'emballage ou la manière dont on l'expédie. Ouais, t'as les codes. Bah, ouais, ou en tout cas, c'est des choses que j'ai envie de faire. Mais tu vois, par exemple, si quelqu'un m'achète une œuvre à Paris, bon, dans tous les cas, c'est emballé magnifiquement bien. Ça arrive en coursier, tu as une petite carte de correspondance. Enfin, l'idée, c'est du début jusqu'à la fin et même la suite, c'est d'avoir de faire le maximum de ce qu'on peut faire. Et je prends un dernier exemple. Il y a des collectionneurs aussi qui s'intéressent à avoir une aventure avec l'artiste, entre guillemets. Et moi, ça m'arrive en fait et ça va se passer d'ailleurs en septembre, que des gens me proposent de faire des expos dans des centres d'art. Et plutôt que de montrer de nouvelles œuvres, comme il y a des œuvres anciennes qui collent mieux avec le thème, je reprends contact ou via ma galerie avec les collectionneurs et on leur sollicite un prêt pour qu'ils prêtent leur œuvre. Et donc, en fait, ça les rend très fiers parce que leur œuvre qu'ils collectionnent va temporairement être montrée dans un musée. Et ça valorise en fait tout. Donc, je m'intéresse énormément à toute la chaîne de valeur et je me demande en fait à chaque fois qu'est-ce que l'IA permet de changer ou qu'est-ce que ça permet Tu vois, par exemple, dans cette dernière partie, bon, l'IA, on ne l'utilise pas, mais le fait que ces œuvres soient générées par IA et que les collectionneurs aient fait confiance assez tôt à ce type d'œuvres, d'art, etc., bah, ça me permet de leur demander d'exposer dans des musées quand on a la possibilité. Grave, c'est trop bien. Tu as aussi mentionné, on va peut-être passer un peu du coq à l'âne, mais je pense que cette démarche d'avoir quelque chose de physique, elle n'est pas contraire, mais en tout cas elle est peut-être complémentaire avec BEM Builders, où tu fais des métaverses qui sont du coup d'un côté absolument pas physiques, ou en tout cas qui peut-être visent à l'être de manière digitalisée, numérisée. Dans cette école, on est dans une école du digital et on a travaillé avec un studio qui s'appelle Swipeback qui fait aussi du métaverse. On travaille beaucoup dans le monde du luxe. Oui, c'est ça. Et donc on a testé VRChat, Sandbox, on a fait du Unreal Engine. Pendant le confinement, j'ai fait une présentation à mon prof qui s'appelle Fabrice Tarzinskas. On lui a fait une présentation sur VRChat et plutôt que de lui envoyer un lien Google Meet, on lui a envoyé un lien VRChat. Et il a mis son casque et il a rejoint le truc. Incroyable. Donc on est un peu intégré à ça dans cette école et j'ai grave envie de savoir ce que vous faites. J'ai vu que vous avez travaillé avec The Sandbox. Oui. Est-ce que tu as des projets récents ou... Bien sûr. Alors c'est marrant parce que tu dis sauter du coq à l'âne, mais pour moi c'est pas du tout sauter du coq à l'âne. Parce qu'en fait tout le travail que je fais même dans ma vie personnelle, dans Resvétier, etc., c'est de faire du ping-pong entre le monde virtuel dans lequel on a plein de dimensions qu'on n'a pas dans le monde physique avec lesquelles on peut jouer et le monde physique qu'on vient d'évoquer. C'est le lien de la sauce. Voilà. Et ben c'est ça. Et en fait, donc BEM Builders, c'est une Metaverse Experience Factory, comme on dit. Donc on travaille pour nos clients et on crée des expériences pertinentes dans les univers virtuels. Pertinente, c'est très important pour nous. Et pour arriver à être pertinent, en fait, on a un département de recherche qui fonctionne à perte, on va dire, mais où on est tout le temps en train d'expérimenter, de tester des nouvelles technologies, dont certaines que tu as mentionnées, d'imaginer les cas d'usage, etc. On a une conviction, c'est que en fait, il y a deux, on va dire, très grands cas d'usage du métaverse aujourd'hui. On a donc les univers virtuels utilisés plutôt à des fins de marketing, donc pas seulement pour parler de quelque chose, mais pour aller toucher des communautés qu'on n'arrive pas à avoir, ou en tout cas qu'on n'arrive pas à contacter, entre guillemets, autrement. Donc aujourd'hui, on a quand même 1,5 milliard de visiteurs et d'usagers du métaverse par mois. Donc c'est pas du tout anodin et c'est en très forte croissance, quoi qu'on dise les journaux, c'est un marché en formation. Et ces gens-là, on n'arrive pas forcément à les toucher dans les magasins, dans les médias traditionnels, etc. Et ils sont très sensibles à une forme de gamification, de chasse au trésor, une culture du mème et beaucoup d'autres choses. Et donc on est capable de leur parler, de créer des univers. Donc dans ce domaine-là, le marketing, on a eu plein de cas d'usage. Déjà, on a travaillé récemment pour Givenchy en partenariat avec le studio Exhibition, pour qui on a créé une galerie dans le cadre de la Pride Week. Donc, on a créé une sorte d'exposition virtuelle. On a également un partenariat au long cours avec Carrefour. Donc, quand on est une petite entreprise, c'est pas si évident de travailler pour Carrefour, mais ça se passe
en tout cas de les atteindre. Hein. Ensuite, c'est un bonheur de travailler avec eux, mais on a travaillé avec Carrefour, on a mis en place une collection qui s'appelle les NFBs, et ensuite tout un ensemble de jeux et d'aventures qui ont permis de lever des fonds pour ensuite faire un don à la Fondation de France. On a fait une aventure dans plein de métaverses différents, mais avec une sorte d'expérience unifiée avec Orange pour lutter contre le cyberharcèlement. Donc on a beaucoup de cas comme ça, et le fait d'être une entreprise en formation dans un marché en formation, c'est pas si simple, mais c'est passionnant parce que en fait là, dans une période de bear market un peu difficile, on arrive très bien à vivre. Donc en fait, quand le marché va se développer, on espère être un des leaders mondiaux du domaine, et c'est en train de bien se passer. Donc avec Sandbox, on est un des builders officiels, donc ça nous permet de développer des expériences très rapidement sans passer certaines étapes de validation, parce qu'ils nous connaissent bien, ils connaissent la qualité de ce qu'on fait. Et la dernière chose que je peux dire dans ce domaine, c'est que une expérience métaverse, en fait, c'est toute une chaîne de valeur qui n'est pas juste faire des assets 3D et les mettre dans des univers. En fait, il y a du game design, il y a du storytelling, il y a de l'écriture de dialogue, notamment pour les personnages non joueurs. Donc, bien sûr, il y a la création d'assets, et là-dedans, on utilise des technologies d'IA pour accélérer sur certains domaines. C'est ce que j'ai demandé. Bah oui, alors dans ce domaine, on utilise des technologies d'IA, parce que par exemple, quand tu fais un jeu vidéo et que dedans, tu as, enfin en tout cas une expérience métaverse, et que tu as par exemple plein d'arbres, ou t'es plein de rochers, si tous tes arbres et tes rochers ressemblent à la même chose, ça va pas être possible. Donc, ça me fait penser à Scénario.gg, je crois que c'est français, qui font des sprite sheets de jeux où on donne 1, 2, 3 arbres, et ça fait 90 arbres dans les mêmes thèmes, dans les mêmes variantes. Voilà, c'est ça. Style, donc nous, on le fait avec les éléments du décor, certains assets qui sont pas cruciaux. Ensuite, nous, les assets les plus cruciaux, on a des 3D designers qui bossent des heures dessus, et c'est très bien. Mais il y a beaucoup de choses où on accélère, donc on a beaucoup amélioré notre efficacité et notre structure de coût comme ça. Et puis ensuite, il y a toute la création et l'animation d'une communauté, parce que si on fait quelque chose de magnifique mais qu'on a 3 visiteurs, c'est pas possible. Donc on s'occupe aussi de ça. Donc on a vraiment toute une expérience intégrée. Donc ça, c'est le cas d'usage marketing, et nous, notre conviction, et c'est aussi pour ça qu'on a créé une entreprise et qu'aujourd'hui ça fait une 30aine de personnes, c'est qu'on pense que les jumeaux digitaux, les digital twins, dans plein d'entreprises, notamment petites entreprises et taille intermédiaire, ça va être crucial. Et donc on voudrait aider ces gens-là à créer leurs jumeaux digitaux. Donc pour l'instant, on a plutôt des cas d'usage dans le domaine de l'onboarding, de la formation. Mais je pense que ça va continuer de se développer très fort. Donc BEM Builder, c'est une entreprise dont on a eu l'idée en 2020. Alors c'est marrant, tu dis que tu explorais ces univers à ce moment-là. Nous, c'est un peu pareil. En fait, c'est probablement un effet du confinement. Hein. Mais moi, j'étais avec mon petit frère notamment dans CryptoVoxel. Et en fait, on a eu une sorte de querelle de voisinage dans un métaverse. Et on s'est dit, bon sang, si on est capable de se fighter à propos d'une cigarette pixelisée dans un terrain voisin, c'est que chacun des deux protagonistes de ce petit combat s'intéresse. Et donne de la valeur. Exactement. À ça. Et c'est comme dans une vraie querelle de voisinage. Et donc, il y a un truc à faire. Et pareil, moi, je fonctionne beaucoup organiquement, quoi. Les étoiles se sont alignées parce que j'avais un de mes meilleurs amis, d'ailleurs plusieurs excellents amis, qui avait créé une agence de marketing en Birmanie, figure-toi, une des premières agences, qui s'était fait exproprier à cause du coup d'état de la junte militaire. Ils avaient créé une entreprise magnifique de 100 personnes avec que des talents incroyables dedans. Et en fait, ils ont dû quitter le pays. Et donc, on a créé cette entreprise ensemble, en fait, avec leur savoir-faire d'entreprise marketing, opérationnel, etc. Et puis... BEM Builders, voilà. avec cette personne-là. Et c'est comme ça qu'on a créé. On est 6 cofondateurs avec des compétences très vastes et complémentaires, mais très différentes. Et donc, maintenant, en fait, ces talents, notamment de l'entreprise en Birmanie, un par un, on arrive à les réembaucher, à les exfiltrer en fait à leur demande, mais de ce pays. Et c'est aussi ça l'aventure intéressante de BEM Builders. Oui, c'est le derrière de la scène. Trop intéressant de voir au final comment vous intégrez aussi l'IA dans tous ces process-là. En fait, il y a des personnes que j'invite qui ont des entreprises qui ne sont pas forcément dans l'IA et qui me parlent de ce que c'est d'être un entrepreneur qui doit s'adapter à cette vague de technologies qui arrive. Et c'est drôle de voir que toi, vu que tu as ton studio IA, que tu as fait tes recherches, que tu as déjà eu ce temps d'expérimentation et de veille,
peu importe l'entreprise que tu vas sûrement sortir demain, que ce soit une boulangerie ou la dernière boîte de scrapping de données, j'imagine que tu utilises l'IA à certains niveaux pour Oui, gagner du temps. oui, et puis en fait, euh, je pense que, et ça pour le coup, je trouve que c'est accessible à tous, c'est que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je suis pas pour autant, comme je l'ai dit dans le passé, enfin plutôt esclave de la technique. C'est-à-dire que je pars toujours d'un besoin business identifié et très clair. Et je me dis, bah voilà, aujourd'hui, pour faire une moto en 3D, ça peut prendre jusqu'à 20 heures. Si c'est pas une moto importante, moi je veux que ça me prenne 20 secondes ou 59 secondes avec un bon modèle. Et donc je fais le pipeline avec mon équipe qui permet de le faire. Mais ça part toujours vraiment d'un besoin business. Ok. C'est pas. Voilà, j'utilise Ores Vétier pour justement investiguer, explorer. Là, c'est évidemment, il n'y a pas de notion de business, mais dans les entreprises, quand même, on est assez pragmatique. Ok. Ouais. Trop cool. Et du coup, sur la dernière partie, ce que j'ai trouvé, pardon, je fais un rebond sur tout à l'heure et ça fera le lien avec après. Je t'ai dit qu'il y avait eu des feedbacks de personnes qui t'avaient dit c'est pas de l'art, ta démarche, elle est quand même très data-centrique de dire ok, c'est un feedback, d'où vient le feedback, comment est-ce que je vais interpréter le feedback. On dirait que tu as rajouté une ligne dans ton tableau Excel des feedbacks. Oui, en fait. Et je trouve ça cool de voir que tu as cette démarche-là pour la première entreprise, mais aussi pour la dernière que tu viens de créer. Oui, alors après, ça vient aussi de mon fonctionnement personnel, parce que je suis assez sensible. Donc si j'écoute tout ce que me disent les gens, je m'assois sur une chaise et j'attends la mort. C'est Mais un je peu le pense problème. on peut tous se dire que si on écoute notre famille, nos amis, les avis de tout le monde, on Ouais. n'avance pas dans la direction qu'on Voilà, voudrait. donc j'essaye toujours de prendre un peu un pas de côté. Quand ça vient de quelqu'un, par exemple, en qui je fais beaucoup confiance, ou un proche qui dit des choses intéressantes, etc., là, ça me fait réfléchir. Ensuite, si c'est quelqu'un... Par exemple, maintenant, ça m'arrive de recevoir des avis de gens sur la partie aussi entrepreneuriale, mais je prends très peu en compte si c'est pas des gens qui ont créé des entreprises. Voilà. D'accord. Je le dis pas de manière péjorative ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas forcément créé les plus grandes entreprises du monde, mais j'accède beaucoup plus, en tout cas, j'écoute beaucoup plus les commentaires, les idées de personnes qui ont monté des projets, qui ont connu le roller coaster de ce que c'est, enfin, voilà, les hauts et les bas. Mais bon, des gens qui ont été, je dis vraiment sans aucun mépris, mais salariés toute leur vie et qui nous expliquent comment on doit créer des entreprises ou comment on doit implémenter des surcouches de chat GPT dans des absurdités. Bon, voilà, je l'écoute d'une oreille, mais c'est pas. Il faut rester concentré, quoi. Il y a un coefficient d'importance en fonction du profil, etc. Exactement. C'est Donc c'est ça une que démarche assez scientifique. Mais je t'avoue Bah oui. avoir la même où je qualifie beaucoup Mais le oui. feedback. Puis quand on a une vie, voilà, un peu, je dis pas que c'est rempli, mais quand on a beaucoup de choses à faire, c'est vrai que on peut pas non plus avoir des milliers choisir ses d'interlocuteurs. combats. Exactement. Il faut choisir ses combats. Et pourquoi ce dernier combat, cette entreprise de scrapping de données? Est-ce que tu utilises l'IA? Est-ce que c'est pour permettre aux entreprises dans la venue justement d'avoir leur propre modèle en interne? Et comment tu vois ça concrètement? Est-ce que, je dis une bêtise, le boulanger du coin, il pourra avoir son modèle avec les datas qu'il a entraînées pour pouvoir prendre de meilleures décisions business? Jusqu'où ça va aller ça? Alors, le boulanger du coin, pourquoi pas, mais en fait, le prix d'une baguette, il varie au maximum de quelques dizaines de centimes d'une ville à l'autre, donc c'est pas forcément ça qui va lui changer sa vie, mais pourquoi pas le marchand de chaussures du coin? Oui, ça, c'est pas absurde. Donc, pour répondre à la question, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative, du fait de l'actualité et du fait qu'on a des plateformes qui rendent ça beaucoup plus facile à utiliser. Et je trouve ça très intéressant parce que chaque métier s'en empare et se pose la question de comment on peut utiliser. Et moi, j'adore l'expérimentation, donc je trouve ça super. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a d'autres usages de l'intelligence artificielle qui sont peut-être un peu moins sexy, mais beaucoup plus rentables. Donc, par exemple, il y a la segmentation, donc sur des critères complexes. Donc ça c'est par exemple la reconnaissance d'images, la détection de zones d'intérêt, etc. Et donc aujourd'hui, il y a plein d'entreprises, sans forcément en parler dans tous les sens, qui utilisent ces outils-là. Donc par exemple, BMW, c'est un exemple qui est public, donc je peux en parler, mais BMW, dans les presses de carrosserie, ils ont des caméras qui détectent en fait les micro-fissures,
et qui sont capables de dire si ces micro-fissures sont normales ou si elles sont préoccupantes, et dans ce cas-là, il y a des traitements à faire. Et ça, c'est des modèles de reconnaissance d'image qui, à chaque nouveau modèle de carrosserie, est entraîné sur 100 exemples, apparemment. C'est ce que dit l'article, en tout cas. Donc voilà, c'est en prod. Il y a d'autres cas d'usage sur le domaine prédictif. J'en parlais avec VP. Si on a suffisamment de données pertinentes et qu'on appelle orthogonales, c'est-à-dire qui se complètent les unes les autres, en fait, on est capable de prédire certains phénomènes, alors pas à 1000 ans dans le futur, mais au moins les prochaines étapes avec une assez bonne précision. Et donc ça, c'est un cas d'usage aussi très intéressant. Dans ces deux cas d'usage, pour faire des bons modèles, il faut les alimenter avec des données. Et donc, par exemple, dans les modèles de prédiction de la demande, notamment dans le e-commerce, il y a une très forte demande pour ce type de données et il faut extraire sur Internet. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fournit. Et donc, chez Stabler, on fournit la machinerie pour extraire de manière régulière et industrielle des grands volumes de données et permettre d'alimenter des modèles. Et j'ai vu sur le site que du coup, les clients sont propriétaires de cette donnée. Ah oui, parce que pour pouvoir leur permettre de faire leur modèle dont ils sont propriétaires et qu'il n'y ait pas de maillon manquant dans la boucle. Oui, c'est ça. Alors, en fait, nous, pour l'instant, on est une entreprise complètement bootstrappée. Donc, on fait un peu ce qu'on veut en termes de mindset, d'approche. Et en fait, on a une approche où, bien sûr, on a ce qu'on appelle un SaaS. Donc, c'est une plateforme qui fournit la machinerie. Mais on ne cherche pas à ce que nos clients soient captifs du SaaS. On ne cherche pas à ce qu'ils passent leur temps sur la plateforme et qu'ils soient dépendants. En fait, notre plateforme SaaS sert à coder les robots qui, d'ailleurs, sont codés très visuellement avec une approche low-code. Il y a très peu de choses à écrire. Mais une fois que ça marche, c'est tout pilotable en API. Donc, ils peuvent lancer leurs extractions en API. En sortie, ils récupèrent la donnée dans l'endroit où ils veulent et ça s'intègre parfaitement à une machinerie plus complexe et encore une fois, à une chaîne de valeur. Et donc, oui, d'accord. Eux, ils ont leur process externe. Un peu comme un Make avec 2 webhooks et en fait, tu refais à l'intérieur quelque chose. Nous, on s'intègre avec Make, avec IFFT, etc. Oui, l'idée, c'est vraiment... En fait, aujourd'hui, chaque entreprise a sa propre manière de traiter des données. Donc, c'est impossible, en tout cas, avec une équipe de 4 personnes comme j'ai moi, de créer un truc qui va tout plier dès le départ. Donc en fait, notre thèse, c'est de dire, on a un composant qui est hyper important, c'est l'extraction de données, qui veut s'intégrer durablement dans des approches qui sont déjà aussi hyper complexes. Donc le seule manière de faire, c'est d'être un petit Lego qui se connecte parfaitement avant et après, et qui est indolore et qui marche hyper bien. Donc c'est ça qu'on fait. Donc on se concentre beaucoup sur l'extraction de données. On a des petits endroits où on utilise de l'IA, enfin c'est plutôt du machine learning, c'est simple, mais pour faciliter la vie. Mais en fait, nous, on est un peu en amont de la chaîne. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on voit les panoramas d'entreprises qui font de l'IA, etc., cette partie alimentation de modèles, elle est complètement éludée. Personne s'y intéresse. À mon avis, dans le futur, ça va être quand même assez important parce que quand on voit des entreprises comme Mistral qui se créent et qui prétendent vouloir faire des modèles fondation, s'ils veulent faire leur propre modèle avec une différenciation forte, bien sûr que ça va être important de réfléchir à la partie mathématique, structure, comment est formé, comment est formé le cerveau. Mais il y a aussi beaucoup d'importance à ce qu'on va envoyer dans ce cerveau. Donc, même si tu es un chef 3 étoiles, si tu as des produits de basse qualité, tu ne peux pas non plus faire des miracles. Voilà, donc Mistral, on est à votre disposition pour remplir les modèles. Promis, on ne prendra pas tous vos 100 millions d'euros de levée, mais on prendra peut-être 1 million. Je rigole. On en discute. Mais c'est trop intéressant de voir un peu cette approche. Si je dis pas de bêtises, Elon Musk a lancé XAI et dans le papier de release, etc., et dans les communiqués qu'il a fait, il dit qu'il veut un peu s'opposer à OpenAI parce qu'il trouve que les données sur lesquelles ChatGPT sont entraînées sont biaisées ou sont parfois limitées sur des choses bien pensantes, etc. Ça doit être un challenge pour vous, pour les entreprises qui scrapent avec Stabler. C'est de dire, nous on veut des données qui soient pas biaisées, qui soient spécifiques sur telle chose. Oui. Alors, moi je suis hyper intéressé par les LLM. Après, c'est vrai que comme ça a été ouvert à un très grand public, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a des gens qui pensent que c'est un moteur de recherche. C'est pas un moteur de recherche.
voilà, il y a des gens qui pensent que ça va résoudre tous leurs problèmes comme la petite de Delphes. Bien sûr, ça aide à réfléchir, mais souvent, ce que sort un LLM, c'est quand même quelque chose qui est à la fois très général et pseudo-précis, quoi, parce que c'est fait pour parler, pour gloser. Donc typiquement, c'est très pratique quand, par exemple, on a je sais pas, un code HTML d'une page produit et qu'on veut le transformer en JSON, ça c'est méga bon parce que c'est fait pour transformer du langage, de comprendre. Mais voilà, ça résout pas tous les trucs. Donc tous ces débats, franchement, ils m'intéressent, mais à titre personnel, je suis plus intéressé par les possibilités qu'offrent les différents modèles fondations. Je prends un exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que permet de faire les GAN, qu'est-ce que permet de faire Clip, ou les Transformers. Là, il y a par exemple les prochains modèles qui, à mon avis, bon, ça a déjà commencé, mais qui sont passionnants, c'est les nerfs, etc. Donc en fait, bon, bien sûr, là en ce moment, tout le monde s'excite sur les Transformers, mais c'est une techno de 2017. Alors moi, j'ai beaucoup... je suis désolé de te couper, mais je pense que je suis pas le seul. C'est quoi un modèle fondation pour être sûr de te suivre? Parce que moi, j'ai testé des Gogan, des oui, RGAN, en fait, etc. non, alors peut-être c'est modèle fondation. peut-être c'est une mauvaise manière de l'expliquer, mais par exemple, les grands modèles d'IA, ils sont par grande catégorie. Par exemple, les GAN, tu parlais de GoGAN, qui est hyper intéressant, ça fait partie de la famille des GAN. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu quelles nouvelles familles de modèles sont en train d'émerger, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et typiquement, tous les modèles de gestion de langage, c'est passionnant, mais je pense que dans la prochaine année, bon, ça va rentrer dans... Donc tu veux dire les LLM, c'est une famille fondation, les GAN de génération d'images, etc. Donc c'est ça que tu appelles les fondations. Quand on combine les deux, on a plus ou moins des modèles texte ou image. Et voilà, ça ouvre des nouvelles possibilités. Et moi, dans mon travail, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Après, là, on est plus sur des débats politiques. Qui sont intéressants, parce que je pense qu'effectivement c'est important de savoir sur quoi les modèles sont entraînés, notamment des modèles comme Midjourney, parce que si on veut prétendre faire de la création artistique, il faut quand même comprendre l'esthétique, et l'esthétique de Midjourney, c'est quand même une esthétique un peu cyberpunk, un peu chargée, un peu foisonnante, qui est très liée aussi à la structure de ces modèles, mais aussi à leur entraînement. Ça a probablement été entraîné sur des plateformes, ArtStation, DeviantArt, etc. Et sur DeviantArt, c'est des trucs un peu, justement, sans généraliser, mais c'est pas du minimalisme. Mon petit frère est game designer, et le premier truc qu'ils leur disent dans leur école, c'est vous cliquez la case No for AI sur votre ArtStation. Ouais, mais comment on le enforce, tu vois, c'est une vraie question. Donc voilà, moi je pense que... Ouais, après je trouve que c'est intéressant parce que peut-être qu'en Europe, on peut créer une sorte d'Eldorado d'IA entraînée de manière claire, transparente, pourquoi pas, mais voilà, pour moi je trouve que c'est un débat qui... Enfin, c'est intéressant, mais dans mon métier, j'y suis pas trop confronté au quotidien. Moi, tu es plutôt sur le puzzle d'avant. Oui. Et ensuite, l'assemblage. vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez récupéré. Oui, après, bon, moi, je suis quand même très concerné. Et ça m'intéresse de comprendre ce qui se passe quand on s'approprie l'œuvre d'autres artistes, etc. Mais encore une fois, comme la plupart des modèles que j'utilise, je les entraîne sur mon gisement personnel, et qu'ensuite j'ai tellement de transformations intermédiaires, je les passe dans le monde physique, etc. Égoïstement, à titre personnel, je ne suis pas trop concerné par les débats sur la propriété intellectuelle, etc. Et puis, encore une fois, moi je pense que l'art généré par IA, c'est il y a plein de couches différentes, il y a plein d'enjeux différents, mais je n'ai pas les mêmes sujets que, par exemple, des gens qui utilisent Midjourney et qui font des images. En fait, encore une fois, j'ai tellement de transformations dans le travail que... Bon voilà, j'ai envoyé mon esprit à plein d'endroits différents. Oui. En revanche, c'est vrai que c'est un sujet... La matière brute est la tienne aussi, donc il voilà. n'y a pas vraiment de problématique. Et après, quand on utilise Midjourney, c'est vrai que la question, c'est que le jour où Midjourney change de version, d'esthétique et de possibilités, en tant qu'artiste, si on a développé un écosystème qui nous convient, on est un peu coincé par l'outil. Ça, c'est aussi quelque chose que tu as mentionné au début quand tu as parlé d'Aurezvetti, que tu voulais avoir la main, avoir la possibilité. C'est important. Et c'est vrai que... En fait, c'est ça ce problème-là, c'est d'avoir toujours... moi, tu vois, j'ai évidemment Stable Diffusion en local, j'ai mes modèles, j'ai fait mes versions. Je te disais avant qu'on démarre que j'ai des potes sur le Discord qui ont même fait des LoRa avec ma tête, etc. Je trouve ça que c'est obligatoire quand on veut avoir une espèce de stabilité, parce que si on n'a pas son 1,5 giga de modèle dans un dossier sur son ordinateur, on est comment ?
On est la cible de toute modification. Oui, c'est ça. Alors après, c'est juste que c'est un autre type de travail. Je pense qu'on peut, bien sûr, c'est une forme de création et loin de moi l'idée de... En fait, vraiment, quand je dis tout ça, c'est dans ma pratique. C'est ça qui est important pour moi, mais on peut tout à fait créer avec Midjourney et heureusement. Moi, je pense que même ça peut même stimuler l'imagination, etc. Mais c'est vrai qu'on est tributaire de changements de version et peut-être qu'on est plus un poète du prompt qu'un artiste IA, par exemple. Ce qui est un autre métier très important qui permet de faire plein de choses. Je trouve que c'est à peu près la même discussion et le même problème qu'il y a pour la creator economy actuellement, où les gens disent qu'au final, si Instagram te banne ou que si Instagram change ses politiques, etc., bah, tu n'es pas vraiment propriétaire de ta communauté. Et du coup, il y a vraiment cette démarche d'avoir des adresses email ou des numéros de téléphone, des gens qui font des canaux Telegram, qui créent des newsletters pour être propriétaires de leurs données. Ouais. Ça, c'est un sujet passionnant. Ça, c'est avec un niveau de compréhension du digital, je trouve, qui est, de manière générale, les gens comprennent de mieux en mieux le digital, les enjeux, et les acteurs qui, avant, entre guillemets, pour la creator economy, ne faisaient que poster sur Instagram, se rendent compte que ça devient quelque chose de très sérieux, qu'il y a des enjeux derrière, et qu'ils pourraient en faire une vraie société, avoir leur emprise sur leurs données, et je pense que ça c'est une utopie. Hein. Moi, je pense que sans être pessimiste, Internet est en train de se fermer. On a énormément de transformations profondes qui sont à l'œuvre et on le voit très bien. En fait, pour moi, le changement qu'est en train d'introduire Twitter, et encore une fois, c'est mon opinion purement personnelle, c'est un changement de paradigme et c'est pas une question de type de discours, d'opinion, etc. C'est vraiment, aujourd'hui, pour être visible sur Twitter, il faut payer minimum 100 balles par an. Si on ne le fait pas, on n'a pas le petit chèque, et donc on est complètement... On appelle ça, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle shadowban, mais en tout cas, on ne nous voit pas. Moi, j'ai toujours pas payé sur Twitter mon espèce de tic, etc. Je dis pas que j'étais visible avant, mais avant, je postais un truc, j'interagissais avec les artistes que je connaissais, avec qui je m'entendais bien, qui voyaient mon tweet. Maintenant, je peux dire n'importe quoi, personne me voit. Bon, c'est comme ça, j'ai pas payé. Instagram, c'est en train d'être la même chose. Ouais, il va sortir la vérité. Et en fait, on se rend pas compte, mais dans l'IA, c'est en train d'être un peu la même chose à quelques exceptions près. C'est-à-dire que beaucoup de modèles qui autrefois, en 2018, sortaient directement en open source et autorisaient, entre guillemets, directement des gens comme moi ou comme Anis à réfléchir dessus, voilà, des indépendants, quoi, à réfléchir dessus, à construire dessus, à proposer des quasiment idées. Quasiment communautaire, en fait. Un peu communautaire. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Moi, ça m'est arrivé de contacter je cherche... je suis en train de faire des modèles avec mon équipe un peu texte ou 3D. Il y a des modèles qui existent par des très grandes entreprises. Et en fait, on demande des accès, c'est des modèles quasiment... Je sais que Nvidia en fait un, Midjourney travaille sur un autre pour de la 3D. Voilà, on demande des accès certaines fois à des entreprises et ils nous disent non, vous n'avez pas accès. C'est d'abord les énormes entreprises du FTSE 500 ou quoi qui auront accès. Et puis après, peut-être vous aurez le droit de les regarder ou de les tester, etc. Et c'est un grand... Voilà, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou pas, mais c'est un grand changement de paradigme. Mais il faut quand même se rendre compte que peut-être que dans le futur, l'Internet qu'on utilisera, c'est un Internet où on payera pour avoir le droit d'utiliser YouTube, Meta, etc. Mais où on ne pourra pas aller naviguer sur n'importe quel site. Donc il faut réfléchir aux implications. C'est vrai qu'il y a un peu cette démarche et je trouve que ce soit au niveau micro ou macro, en fait, tant que, entre guillemets, ça rapporte rien, ça intéresse personne, on est tous bien contents que ce soit open source et communautaire. À partir du moment où on se rend compte que, Facebook, et si on faisait payer 15 € par mois tous nos utilisateurs, ça pourrait nous faire, même si on garde que 10% d'utilisateurs, on devient multimilliardaire. Voilà, après, c'est un modèle, hein, ce sont des entreprises, elles ne sont pas des fondations caritatives, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un changement qu'il faut reconnaître et qui est à l'œuvre. Et donc cette histoire de fermeture d'Internet, c'est quand même des débats qui sont très profonds parce que c'est à l'échelle des infrastructures, en fait. C'est de dire, y a des gens qui payent des infrastructures pour qu'Internet se développe et ils veulent être rémunérés pour ce paiement-là, quoi. Enfin, cet investissement-là. Ça amène à ce débat qu'il y avait eu il y a peut-être 5 ou 6 ans quand Netflix prenait 40% de la part du trafic web alors que la base d'Internet, c'est de dire que chacun paye pareil. Et c'est à ça que je pense. Il y a eu ce changement où en fait au final maintenant ils payent à la consommation
En tout cas, une Ça, part. Je sais pas, mais c'est des débats très importants en tout cas. Ouais, c'est sur le fondement du web. Merci beaucoup. Merci. C'était super intéressant. Je suis trop content qu'on ait pu voir comment tu utilises l'IA de manière super artistique, quasiment personnelle, et que tu racontes l'histoire derrière le tableau. Et aussi de voir comment, en tant que chef d'entreprise, que ce soit dans le métaverse ou avec le scrapping de data, tu touches à l'IA sous plusieurs points. Oui. L'usage final avec le tableau, ou qui n'a plus d'étape possible après, ou alors l'usage vraiment au début avec le scrapping de données et ce que tu fais entre deux avec BEM Builders. Donc franchement, c'est super intéressant. Merci. Et j'encourage tout le monde à expérimenter d'une part et à se connecter les uns aux autres d'autre part, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Trop cool. Je mettrai tous tes liens dans la description pour ceux qui veulent aller voir ton travail et puis on se revoit plus tard. Merci beaucoup. Grand plaisir. Merci beaucoup.